c'est ce que j'appelle l'historionomie, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire de l'histoire une science, comment dire? Normative et observationnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement une science grâce à laquelle, par l'observation, on peut essayer de dégager des lois, tout simplement. Comme on fait en astronomie, comme on fait, disons que c'est pas une science expérimentale, si tu veux, mais tu as beaucoup de pans de la science qui sont purement observationnels, en fait, qu'on rattache parfois à la science expérimentale parce qu'il y a des données, mais en réalité, quand vous observez des trucs dans le ciel, par exemple, pour faire essayer de prouver des théories astrophysiques ou quoi, ça compte comme une expérience, mais en fait, c'est une observation. C'est pas vous qui fabriquez une étoile pour voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut tirer des lois, comme en science, on peut tirer des lois de l'observation scientifique. Voilà. Il y a de l'observation historique, pardon. Et voilà. Et en fait, il y a une grande partie des domaines scientifiques, que ce soit une bonne partie de la biologie pendant longtemps, ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Par exemple, ce que faisait Darwin, c'était de la science observationnelle. On fait des observations et on fait une théorie sur la base des observations. Mais Darwin, il ne pouvait pas tester la sélection naturelle. Pendant longtemps, on n'a pas pu. On a pu commencer à le faire sur des bactéries, des trucs comme ça, mais ça a pris quand même pas mal de temps. Donc, à la base, c'est de l'observationnel. Donc, ça, c'est pour la démarche, en fait. Donc, il s'agit d'essayer de voir, comme maintenant, et en particulier à notre époque, je veux dire, à la fois du fait de ce qui s'est passé depuis le 19e siècle, où on a fait un progrès énorme en matière historique, c'est-à-dire qu'on a découvert un tas de choses, on a découvert un tas de civilisations, par exemple, dont on pensait que c'était mythique. Grosso modo, jusqu'au 18e siècle, on connaissait avec certitude, il y avait quoi? La Perse, il y avait Rome, et puis après, on ne connaissait rien, si tu veux. Il y avait des Babylone, la plupart des gens, des historiens estimaient que c'était mythique, que c'était dans la Bible et puis c'est tout. Bon, puis on a fini par trouver Babylone. Il y avait l'Égypte aussi, je te dis une bêtise. Il y avait l'Égypte. Enfin, même l'Égypte était encore très, 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 très méconnue avant l'expédition d'Égypte de Napoléon et tout. Donc, sur ces 2 derniers siècles, on a appris à connaître un tas de civilisations qu'on connaissait très, très mal et à découvrir l'existence d'un tas de civilisations qu'on ne connaissait pas. On a appris à faire toute la méthode scientifique en sciences, ce qui fait que même sur un tas de domaines très très pointus de notre histoire à nous, c'est-à-dire notamment l'histoire quantitative au Moyen-Âge, etc., sur les quantités de denrées produites, d'énergie consommée, tout ça, c'est des trucs qu'on a su apprendre à connaître. Et puis on a pu monter très loin dans l'histoire humaine et on fait encore énormément de progrès. Maintenant, on arrive avec la génétique à identifier des mouvements de population, de migration sur le temps long, ce qu'on n'était encore pas capable de faire il y a 50 ans ou 60 ans. Donc il y a eu ça, et puis en plus il s'est naturellement passé énormément de choses dans l'histoire de l'Occident depuis 200 ans qui ont aussi permis d'établir des parallèles avec l'Antiquité. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé là-dedans. Je me suis aperçu beaucoup plus tard que je n'avais fait que redécouvrir un certain nombre de choses qui avaient déjà été découvertes par certains, notamment Oswald Spengler, Toynbee pour une certaine partie, etc., donc au début du XXe siècle. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'aller plus loin, parce que en essayant véritablement d'aller dégager les mécanismes derrière les observations des parallèles qu'on peut voir, si tu veux, pour essayer d'en tirer des modèles, et avec ces modèles, essayer de faire des analyses et des prévisions, c'est un peu les deux, sur voilà, l'état du monde tel qu'il est, en faisant des projections via les modèles. Ce qu'on fait là aussi dans d'autres sciences humaines, en économie, c'est ça qu'on fait. Et moi, j'essaie de le faire à une échelle un petit peu peut-être plus large, puisque dedans, ça englobe des situations qui sont à la fois économiques, sociales, sociétales, ce genre de choses. Voilà. Alors, je vais revenir sur ton métier juste pour te demander, tu es pénaliste ou tu fais un peu tout? Alors moi, je suis un avocat provincial, donc tu sais, c'est très artisanal le métier d'avocat provincial, donc on fait un peu de tout, effectivement. D'accord. C'est pas. Est-ce que tu fais sur YouTube ne gêne pas, ne te cause aucun préjudice. Pour le coup, si tu veux, l'avocat, il y a plein de choses qu'il n'a pas trop le droit de faire, mais s'il y a un truc qu'il a le droit de faire dans le c'est de parler librement. Donc à partir du moment où je fais du commentaire, de l'analyse, des trucs comme ça, pendant longtemps, les avocats étaient aussi des politiciens. La plupart des politiciens qu'on trouvait, c'était même des avocats. Donc c'est un secteur sur lequel voilà, j'ai pas le droit de tenir un restaurant. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire de l'achat pour revendre, des trucs comme ça. Par contre, du commerce. Voilà, de la discussion géostratégique, ça quand même j'ai le droit. Alors,
Bon, ça m'intéresse parce que je comptais converser avec toi et analyser l'actualité nationale plus tard, mais plutôt sous un angle de juriste. Mais je vais revenir donc sur ta vision de l'histoire parce que moi j'ai une petite vision aussi. J'observe les structures, les mécanismes, les ingrédients en me disant qu'il suffit de les pousser un petit peu pour que ça provoque quelque chose. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans l'histoire. Donc toi, tu en as tiré une méthodologie. Le souci, c'est que l'histoire, comme l'économie, c'est quand même on peut modéliser. Moi, je pense qu'on peut modéliser, mais le souci, c'est aussi comme la météo, c'est qu'il y a des milliards de variables, parce que là, on met l'humain. C'est pas comme la science où on a des variables plus ou moins objectives qu'il va falloir mettre sous forme d'équations. Là, on a des milliards de variables qui ont comment dire ça, qui ont des influences diverses chacune sur les autres, et c'est très compliqué. Est-ce qu'on n'est pas condamné en histoire à n'avoir qu'une méthodologie empirique, voire des modèles empiriques, et de voir finalement que l'histoire repasse le même type de plat, mais qu'on ne peut malheureusement faire des constats qu'après, alors qu'en science, on peut prédire. Alors, pas exactement, justement. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est tout le problème de la science empirique versus la science, ou plutôt expérimentale, versus la science observationnelle. En science observationnelle, encore une fois, pendant longtemps, la biologie, notamment celle de l'évolution, l'astronomie, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre, la météorologie, ce genre de choses, tout ce qu'on avait, c'était la capacité d'observation. C'est-à-dire que toute l'expérience que tu pouvais faire, c'était observer, attendre que l'univers, si tu veux, te donne des données. Et alors, des fois, quand tu avais de la chance, plus tu étudiais des phénomènes rares, plus il fallait de chance pour tomber sur le dit phénomène rare. Et c'est toujours le cas en astronomie, par exemple. Tu vas étudier les supernovas, malheureusement, il n'y en a pas tous les 2 jours, donc quand il y en a une, il faut en profiter. Donc ça, c'est la difficulté, c'est que tu ne peux pas faire d'expérience. Il y a effectivement tout un tas de sciences dans lesquelles tu peux faire des expériences. En physique, tu peux faire tout un tas d'expériences. Mais même en physique, il faut se rendre compte qu'il y a des expériences que tu ne peux pas faire et ça n'empêche pas de découvrir des choses. Par exemple, Galilée, quand il a fait sa loi sur la chute des corps et qu'il a postulé à raison que tous les corps tombaient à la même vitesse dans le vide, il était obligé de l'expérimenter intellectuellement parce qu'il ne pouvait pas expérimenter. À l'époque de Galilée, il n'y avait pas moyen de faire le vide. On ne pouvait pas aller tester les choses sur la Lune. Et on n'avait pas de système de cloche sous vide à échelle humaine, donc c'était pas faisable. Donc à ce moment-là, c'était juste un travail intellectuel sur diverses observations, les problèmes que posent ces observations, et là, l'intelligence humaine peut essayer d'aller comprendre certaines contradictions apparentes des observations en trouvant une loi derrière. Bon. Donc, si tu veux, l'observation, c'est possible, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait solides avec l'observation. Et si tu as un peu de chance, c'est à ce moment-là, ta science observationnelle peut être ponctuellement expérimentale, dans le sens où, une fois que, je sais pas, tu as eu plein de données sur plein de supernovas, tu vois, en astronomie, et donc tu dis, ça doit se passer dans telle circonstance, et donc tu te fais un modèle. Et là, tu identifies une étoile qui, en raison des caractéristiques observationnelles qu'elle a, tu te dis, ah, celle-ci, elle est sur le point de faire une supernova. Alors, bon, vu les échelles de temps, c'est compliqué, mais mettons, tu as de la chance, elle fait une supernova. Là, tu pourras l'observer et tu pourras vérifier dans quelle mesure ce que tu avais prévu était vrai ou pas. Simplement, pour avoir ton expérience, tu es obligé d'attendre que l'univers, encore une fois, te l'offre. Ouais. Mais ça n'empêche pas que la discipline est scientifique et qu'elle peut avancer. Mais le fait de ne pas pouvoir expérimenter ex nihilo tout seul, forcément, ça limite ta vitesse d'apprentissage et ta capacité à tester régulièrement tes théories. Ça, très clairement. Alors, il y a un autre moyen, bien sûr, ce que je fais, c'est de trouver à tester ces modèles en trouvant encore plus d'occurrences du modèle. Parce que naturellement, moi, à la base, quand j'ai commencé à bâtir les modèles, en général, c'était avec 4, 5, 6 cas. Et puis, quand quelques années plus tard, tu te retrouves avec 20 cas,
ben, c'est comme si tu avais pu tester empiriquement et voir dans quelle mesure le modèle était faux ou que ça ne correspondait pas en isolant de nouvelles variables. Donc, il y a aussi ce truc-là qui est possible tout simplement en faisant un travail sur les données qui existent déjà, mais dont je n'ai pas connaissance. Qui est comme si ça se passait en direct, sauf que tu l'as déjà sur Wikipédia, en gros, hein, pour te la faire courte. Donc, il y a effectivement une limite sur la capacité des observations. Il y a une grande limite sur les capacités de prédiction des modèles qu'on élabore, puisque effectivement, la part du hasard reste assez énorme dans la façon dont les choses se réalisent. Et une grande partie de mon travail d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube, parce que en parlant des choses très régulièrement, en les confrontant avec les gens, parce que le public a son mot à dire, ils peuvent me répondre, on a un canal Telegram et tout, c'est aussi un moyen de mettre en lumière tout ce qu'il y aura eu de faux dans les conclusions que j'ai tirées de mes modèles au vu de la réalité. Donc c'est un moyen justement d'apprendre aussi en disant, bon, ben, en essayant de prévoir ça, je suis allé trop loin, ou j'ai sous-estimé ce facteur, ou etc. Donc, mes détracteurs disent que du coup, je raconte n'importe quoi, parce que la preuve, ça tombe à côté, ou ça tombe partiellement à côté, ou etc. Mais c'est pas vraiment comprendre la démarche, en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de tester la théorie, de tester les modèles au fur et à mesure. C'est pas d'être Nostradamus. Là, je te rejoins totalement, c'est-à-dire qu'on fait de l'analyse, on regarde ce qui s'est passé, et ensuite on rectifie le taux d'erreur, on recalibre un petit peu en fonction de nos erreurs, parce que on peut pas être dans le précis. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Les gens qui se servent de ça pour dire que tu te trompes sont de mauvaise foi, parce que disons, ouais, ou ils n'ont pas compris que c'était une véritable démarche scientifique, et que dans le cadre d'une démarche scientifique, une expérience qui invalide ce que tu attendais t'apprend autant, voire plus, qu'une expérience qui le valide purement. Alors, c'est sûr que c'est moins impressionnant, parce que le problème, c'est que sur un truc comme ça, de prévision de choses qui vont se passer, naturellement, ça attire et ça donne envie. Et voilà, il y a un petit côté magique, et donc on se dit, prédire l'avenir, etc. Mais il faut faire très attention. Je ne cherche pas plus à prédire l'avenir qu'un économiste ne le fait avec des modèles. Ce que cherche à faire un économiste avec ses modèles, ça va être pas forcément d'avoir raison à tous les coups, mais d'avoir plus raison que la moyenne, déjà. C'est comprendre l'avenir plutôt que de le prédire. Voilà, et puis et puis être capable de l'anticiper si c'est possible mieux. Même si c'est marginalement mieux, c'est déjà un progrès qu'on apporte aux gens pour préparer leur vie, faire leurs choix, etc. Alors, moi, ta méthodologie, elle m'intéresse, puis elle intéresse aussi mes abonnés, parce que souvent, ils me demandent des conseils sur comment on analyse, comment on fait de la géopolitique. Elle m'intéresse parce que c'est une modélisation, quelque part, on mathématise un petit peu, et il faut, c'est un excellent outil. J'ai envie, moi, d'évoquer, pour montrer la difficulté d'analyser comme tu le fais, il y a ce qu'on appelle en mathématiques, alors Benoît Mandelbrot, certains connaissent, il y a les attracteurs d'étranges. Que disent ces attracteurs d'étranges? Que un modèle, quelquefois tu peux introduire une petite différence au départ, et ça te donne quelque chose de totalement différent à l'arrivée. Et donc, on peut prédire, parce qu'on a des outils, mais quelquefois, un facteur humain, quelque chose comme une gifle sur un chef d'État, peut entraîner des choses totalement différentes de ce que le modèle aurait pu prédire. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a encore une fois, moi je suis persuadé qu'on peut modéliser l'humanité, mais que pour l'instant, on n'a pas les bons outils mathématiques et qu'il y a trop de variables, donc il faut une puissance de calcul. Oui, tout à fait. Et si on veut prendre le verre à moitié plein, on peut dire qu'on peut modéliser dans une mesure qui reste très limitée. C'est-à-dire que tu auras un cône des possibles qui restera très large, donc c'est très difficile de faire une prédiction précise. Mais l'idée aussi qu'on peut tenter de faire, et c'est aussi une première démarche, c'est de voir justement rien que quelle est la fiabilité de mon modèle. C'est-à-dire, est-ce que sur les durées, par exemple, calendaire, est-ce que je suis absolument incapable de prédire quoi que ce soit? Est-ce que je le fais avec telle marge d'erreur? C'est ça qui est intéressant aussi, de connaître sa marge d'erreur. Et ça, c'est avec l'expérimentation qu'on peut essayer de l'approcher, mais c'est très empirique comme démarche.
Eh ouais, parce qu'on est nous aussi soumis à des biais de confirmation, à des erreurs, et donc le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, rectifier le taux d'erreur fait partie du processus. Alors, moi, j'aimerais en savoir plus sur ta manière de faire. Voilà, comment toi tu analyses la géopolitique. Alors, je présume qu'à la base, il y a des aptitudes à avoir, il y a un bagage intellectuel à avoir, il y a des outils conceptuels. Mais ensuite, comment tu fais, toi? Comment tu t'y prends dans les grandes lignes? Ben, en fait, j'essaie de récupérer mes modèles historiques. C'est-à-dire que il y a il y a des choses qui sont assez universelles, en particulier des schémas de trajectoire, si tu veux, qui concernent à peu près tous les États existants, toutes les communautés politiques dans des frontières relativement stables. Et donc, à partir du moment où déjà tu sais que tous les États suivent à peu près la même trajectoire sur le temps long, si tu arrives à identifier, ce qui n'est pas toujours facile, hein, mais si tu arrives à identifier à quel moment de sa trajectoire un État est, Mm. à ce moment-là, ça te permet de le cadrer dans le modèle d'une certaine manière parce que un État qui a un certain stade a certaines tendances au plan stratégique. Il aura des élites qui auront certains intérêts plutôt que d'autres. Hein. Par exemple, Mm. je sais pas, les élites d'Ancien Régime, c'est des élites qui ont un intérêt en général très foncier, très territorial, alors que les élites des régimes parlementaires ont des intérêts plus marchands, plus internationalisés. Ce genre de choses. Hein. C'est très court, Mm. mais c'est ce genre d'idée-là. Et donc, donc ça c'est par pays. Donc, si tu me demandes ce pays-là, comment tu analyses aujourd'hui, ben, c'est ça que je vais faire. J'essaie de me dire, alors voyons. Est-ce qu'il correspond au modèle? À quel moment il est? Mm. Donc, est-ce que son régime est à 10, 15, 20 ans de se casser la gueule pour que ça se transforme en autre chose? Si c'est autre chose, quoi, etc. Puis dans un deuxième temps, tu vas essayer de regarder qu'est-ce qui arrive chez ses voisins, c'est-à-dire eux-mêmes, où est-ce qu'ils sont dans cette trajectoire, parce que s'ils sont à un certain niveau, il y a un risque qu'ils soient, par exemple, très agressifs, et donc tu sais que ça va impacter à la fois eux et aussi le pays voisin qui est celui que tu cherches à étudier à la base. Donc ça rajoute un autre niveau de risque qu'il peut y avoir. Est-ce que ce pays risque d'être attaqué par le pays voisin à tel moment? Pour quelles raisons? Etc. Mm. Et en s'appuyant aussi sur un certain nombre de permanences dans les intérêts des États, avec tout ça, tu arrives à peu près à voir, enfin, je pense arriver à peu près à voir, parce que du coup, je fais des projections et l'idée, c'est de voir si les projections se valident, auquel cas, ça va dire que l'analyse était bonne. Si rien ne se valide, ça veut dire que c'était très mauvais. Et si ça se valide à moitié, ça veut dire que c'était pas trop mal, mais que on peut beaucoup mieux faire. Mm. Mais voilà, c'est comme ça que je procède, que ce soit dans les émissions que je fais ou quand on vient m'interroger sur tel ou tel sujet, quoi. Alors juste pour reformuler, parce que moi je procède un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait l'analyse du pays seul, on observe ce que moi j'appelle le tempo, son stade de développement, donc ses intérêts du moment, son type de structuration, voilà le tempo. Ensuite on le replace dans une géopolitique du pays, donc autour, le premier cercle. Après moi je le replace dans une géopolitique plus grande parce que il y a des géopolitiques qui se placent dans des géopolitiques beaucoup plus grandes. Je sais pas, l'Inde qui se place dans une géopolitique plus asiatique et qui fait la sienne en fonction, etc. Voilà. Et puis je présume que tu observes le modèle, la structure et que tu essayes de voir s'il n'y a pas eu de par le passé une structure analogue qui pourrait nous donner des billes. Voilà, tout à fait, tout à fait. Parce qu'au-delà du modèle qui concerne en général un État, il y a aussi d'autres modèles qui en concernent plusieurs. Donc, il y a des trucs à l'échelle civilisationnelle. Donc, il y a aussi qu'il faut voir. On regarde l'État lui-même, on regarde à l'échelle plus large, on voit dans quelle mesure ça interfère. Voilà, c'est un modèle, hein, quoi, tout simplement. Mmh. Quand on Bah oui, applique un oui, modèle, oui. c'est comme ça. Il y a plusieurs échelles. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Après, il faut. Après, moi, j'essaye hein, de mettre des calques, les flux financiers, l'économie, enfin tous les calques qui permettent peut-être de d'infirmer ou de confirmer ce que je pense de la géopolitique purement géopoliticienne, c'est-à-dire la géographie, la politique, le militaire. On essaye. On a une époque où aujourd'hui l'internet, les flux financiers, la richesse dématérialisée, tout ceci rentre en ligne de compte dans une géopolitique. Ne serait-ce que les routes de la soie. On voit que les routes de la soie, c'est pas seulement des chemins de fer et des routes, c'est aussi des routes numériques, par exemple. C'est aussi important. Voilà. Donc ceci peut aussi expliquer certaines géopolitiques. Moi, je reprends la théorie des trois pôles de puissance économique aussi, qui peut expliquer un petit peu ce qu'a fait la Russie de Poutine pendant une dizaine d'années, etc., etc. Mais comme tu l'as dit, après on attend de voir si ça se vérifie, parce que
l'histoire repasse le même type de plat, mais c'est jamais le même plat. J'ai l'impression, non? Bah, oui, à chaque fois, c'est fait différent. Ce qu'il faut essayer, c'est de trouver les permanences. Parce que par définition, les permanences, sont permanentes et donc c'est des choses qu'on doit retrouver à chaque fois. Donc l'idée que j'ai moi, c'est précisément d'arriver à affiner le modèle pour avoir la totalité de ce qui est véritablement permanent, qui va être la partie dure, on va dire, du modèle, c'est-à-dire ce dont on est sûr que ça se passe à chaque fois. Et ensuite, disons que ça c'est le squelette, et puis si tu veux voir la chair après par-dessus dans le modèle, ça va être la partie plus probabiliste, où tu sais que en fonction de l'état du pays, de sa masse par rapport à ses voisins, d'un certain nombre de choses, de savoir si dans l'ensemble, si tu prends l'ensemble du concert des nations, il est plutôt dans les premiers à faire le mouvement ou plutôt dans les derniers. Tout ceci t'aiguille pour savoir dans l'éventail des possibilités que tu as en fait, hein, puisque disons au milieu, tu as le modèle et puis tout autour, le milieu, le modèle, il est sur la moyenne, hein, c'est-à-dire c'est vraiment ce que tu trouves partout. Et tout autour, ensuite, tu as les extrêmes de la façon dont les choses ont pu se passer. Ben, tu sais que tout ça, c'est le champ des possibles. Et au milieu de là-dedans, tu essaies de voir à quoi ton cas correspond le plus. Mais là, on est vraiment dans de la probabilité et plus de l'intuitif, quoi. Mais quelque part, le jour où on arrivera à modéliser mathématiquement, ne serait-ce que par exemple les interactions entre les différents acteurs, si on peut leur appliquer une logique floue, leur mettre des coefficients, on pourra approcher d'une certaine précision. Mais bon, ça supposerait vraiment une puissance de calcul. Alors, cette méthodologie, c'est une question un peu bébête, mais c'est surtout pour le chat. Elle suppose des bagages, elle suppose des aptitudes. Comment est-ce qu'un néophyte aujourd'hui peut analyser? Qu'est-ce que toi tu lui conseillerais de faire avant tout? Pour analyser la géostratégie en général, Oui. bah, la première chose que doit faire un néophyte, c'est d'apprendre, d'apprendre tout, d'apprendre l'histoire des endroits qu'il va traiter, déjà. Parce que la première erreur que fait un néophyte qui va s'intéresser à une région, c'est, par exemple, qu'il va regarder des actualités et il va avoir l'impression qu'il est en train de se passer des trucs, de dingue ou en tout cas, vraiment inédits. J'en sais rien, par exemple, des conflits de frontières ou des trucs comme ça, tu vois? Des mecs qui se tirent dessus, à la frontière, je sais pas, tu vois? Inde-Pakistan, quelqu'un qui découvre, l'Inde et le Pakistan, il dit: «Ah, je vais aller jeter un œil» et il s'aperçoit que sans arrêt, il y a des mecs qui se tirent dessus, sur la frontière. Bon, il ira regarder, s'il regarde le track record, sur 50 ans, il va s'apercevoir que c'est pas la première fois, si tu veux. Donc, Mmh. ça veut pas dire qu'il y a une guerre qui va éclater demain en soi parce qu'il y a eu ça, tu vois? Donc, Mmh. ça permet de, apprendre l'histoire des différents endroits, ça permet la première chose à faire à travers ça, c'est de se sortir de son propre référentiel. Parce que nous, par exemple, en tant qu'Européens, on a une certaine vision de ce qu'est la tension normale entre les États. Et la tension normale entre les États, pour nous, c'est zéro. Tu vois, Mmh. on n'a pas d'incident de frontière avec l'Allemagne depuis, depuis belle lurette. Tu vois, ça n'existe plus. Mais il y a des pays qui ont des incidents de frontière tous les 2 jours depuis 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre qui va éclater demain. Ça veut dire que là-bas, c'est normal qu'ils n'ont pas dépassé ce stade. Mais voilà, ça veut dire que le conflit, naturellement, est là-bas plus vraisemblable à terme qu'il ne l'est entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Mmh. Donc, avoir comme ça une profondeur. Et l'autre truc, évidemment, c'est de se tenir au maximum informé de l'actualité, de manière large. Tout simplement parce que justement, ça répond au premier truc, c'est-à-dire que quand vous avez suivi l'actualité sur une zone géographique pendant 6 mois, 1 an, ben, vous commencez à avoir une idée des choses qui sont récurrentes et qui doivent pas vous exciter sur le moment. Et puis en plus, quand vous êtes au courant, vous êtes plus capable de faire le lien entre les choses. Et puis vous vous créez vous-même une profondeur intellectuelle, dans le sens où ben, le simple fait d'avoir suivi l'actualité d'un pays, n'importe lequel, prenez le Burundi, ouais, ben, vous suivez Mmh. l'actualité du Burundi pendant 1 an, ben, mine de rien, vous aurez appris énormément, rien qu'en suivant l'actualité du pays, vous aurez appris énormément de choses sur le pays, rien qu'en suivant son actualité. Vous Mmh. commencerez à comprendre son système politique, ses enjeux économiques, etc. Et donc, si plus vous le faites pour un grand nombre de pays, plus juste avec le temps, dans votre tête, vous aurez un référentiel, quoi. C'est ça qui est extrêmement important parce que
c'est le fait d'avoir comme ça une espèce d'épaisseur dans la connaissance d'un sujet qui vous donne un petit peu de prise après sur l'analyse, parce que vous avez des points de comparaison. Et sans ça, vous les avez pas. Donc, s'il faut commencer par une chose, je dirais c'est ça. Il faut s'intéresser à l'histoire des endroits qu'on étudie et puis en suivre l'histoire en mouvement, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire pendant longtemps. Ouais, mais enfin moi je le vois exactement comme ça, c'est-à-dire avoir une vision synthétique et avoir une vision analytique des acteurs. La vision synthétique, c'est l'histoire entre les acteurs, et la vision non, la vision synthétique, c'est l'histoire entre les acteurs, et la vision analytique, c'est le caractère de chaque acteur. Là, on a des pays, donc connaître l'actualité d'un pays, suivre un pays, le relativisme aussi, ce qui se passe, c'est-à-dire que être à feu doux entre la France et l'Allemagne, c'est zéro incident. À feu doux entre l'Inde et le Pakistan, c'est quelques tirs et de temps en temps un mort. Mais voilà, évaluer ça. Et ça, effectivement. Et moi, j'ajouterais aussi introduire des concepts. Alors, dans l'histoire, voir aussi des structures identiques et comment ça s'est fini. On parle de nouvel ordre mondial à plusieurs reprises dans l'histoire. Il y a eu des nouvelles ordres mondiales qui se sont installés. Donc, ça nous donne quand même des billes pour voilà, des billes pour analyser ce nouvel ordre mondial qui s'installe, et utiliser des concepts. Moi, j'utilise beaucoup de concepts. Je sais pas, là, dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash, c'est un concept que j'aime bien utiliser. Alors, il y a l'équilibre positif, l'équilibre négatif. Lorsque aucun des deux n'a intérêt à bouger, soit parce qu'il a rien à gagner, soit parce qu'il va perdre. Voilà, on retrouve ça souvent, c'est cet équilibre qui est brisé. On le retrouve, par exemple, entre les Ukrainiens et les Russes. Mais voilà, et ça, et puis du temps, et c'est déjà pas mal, quoi. Mm. Voilà, faire la part des choses entre le temps long, le temps moyen, le temps court. Puis bon, après c'est vrai que après c'est soit vous étalez ça sur le temps, soit ça devient votre métier, j'ai envie de dire. Mais ouais, Et l'idée aussi, justement, enfin, d'une démarche comme la mienne, c'est d'essayer toujours pareil, moins tu as d'outils, plus tu es obligé de compenser avec de l'expérience. L'avantage d'avoir des outils rapides, un des avantages principaux que je trouve justement à mes modèles, c'est pas un avantage prospectif, etc. C'est avant tout un avantage pédagogique, je trouve. C'est qu'à partir du moment où on comprend que tous les États suivent à peu près le même nombre d'étapes et les mêmes dans leur croissance et leur transformation, ben c'est extrêmement mnémotechnique en fait. Et on peut apprendre assez rapidement l'histoire de n'importe quel État. Moi, je me suis aperçu que maintenant, quand j'essaie d'apprendre l'histoire d'un pays que je connaissais pas, auquel je m'étais pas intéressé, ça va assez vite une fois que j'arrive à me repérer en fonction des modèles. Parce que ça se rattache à un terrain connu. Et à partir de là, on a moins à réapprendre en fait à chaque fois. Donc il y a un petit côté, c'est comme de la compression en informatique. On peut vraiment avoir beaucoup plus d'informations avec moins d'informations. Et que ce soit les miens ou les modèles d'autres personnes, toutes les théories, ça permet toujours d'avoir normalement cet effet-là aussi. Donc c'est pour ça que si on veut en plus progresser plus vite et tirer plus de parties de ces lectures, que ce soit l'histoire de tel pays ou tel truc, c'est bien aussi de s'intéresser aussi un peu aux théories et aux modèles, justement, ouais. comme tu as cité ou ce que je fais. Ouais, et puis ne pas, enfin, des fois, c'est bien aussi de travailler sur des modèles simplifiés parce qu'il y a trop de variables. Comment dire ça? Alors moi, j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on démarre sur l'actualité nationale sous un angle un peu juridique parce que il s'est passé des choses, mais j'ai envie de te poser une question. Elle peut paraître con au départ. Est-ce que la justice en France est vraiment ligotée et tenue, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, Quoique, ligoté, tenu dans quel sens? Tu veux dire politiquement. politiquement? Non, Hmm. je pense pas que la justice en France soit ligotée et tenue. Alors, après, il faut se méfier quand tu parles de la justice en France. Il faut bien voir qu'il y a deux choses différentes. Tu as les magistrats du siège, c'est-à-dire les magistrats qui jugent, c'est-à-dire les juges. Eux, ils sont pas tenus politiquement du tout. Euh, ils font à peu près ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils veulent, dans le respect de la loi, mais ils ont une relative indépendance. C'est beaucoup moins vrai pour le parquet, c'est-à-dire les procureurs, qui eux dépendent, alors non seulement dépendent du pouvoir du ministère de la Justice, mais par un lien aussi hiérarchique, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des circulaires et tout, parce qu'il s'agit de diriger aussi la politique pénale du pays. Donc le pouvoir exécutif a en charge la sécurité du pays, notamment la police,
Et donc, notamment, il dit par exemple, vous devez réprimer tel type de délit en priorité. Tu vois. Si on veut lutter particulièrement contre le trafic de drogue, on va donner des consignes. Donc, il y a une indépendance qui est moindre au niveau du parquet. Et en plus, et ça, c'est l'autre aspect, tu as l'aspect, on va dire, structurel, administratif de hiérarchie, et on a un autre aspect qui est un aspect plus sociologique, politique, si tu veux, c'est le fait que de manière générale, très souvent, les gens qui intègrent le parquet, c'est-à-dire qui veulent entrer dans la carrière de la magistrature, mais qui vont se diriger plutôt vers le parquet que vers la magistrature du siège, sont souvent des gens qui aiment bien être en contact avec le milieu politique et avec l'autorité politique. Donc, et donc à plaire à l'autorité politique, avec l'idée que tu peux avoir le ministre au téléphone, tu vois, ou son directeur de cabinet dans la semaine, c'est prestigieux, tout ça. Parce que le juge du siège, lui, il n'a jamais le ministre au téléphone, tu vois, ni le cabinet du ministre. Alors que le procureur, ça peut lui arriver régulièrement. Donc il y a aussi ça, parce que si tu essaies de faire ça, ben forcément, tu essaies aussi de plaire. Et donc, c'est pas forcément un pouvoir qui va s'exercer avec des procureurs qui sont forcément aux ordres. C'est plutôt, comment dire, c'est plutôt un écosystème dans lequel tu as une hiérarchie avec des gens qui vont chercher à plaire, voire à prévenir ce qui sera le désir du pouvoir. C'est pour ça que souvent, tu as aussi des procureurs qui vont être particulièrement sévères ou qui vont poursuivre pour ce qui apparaît des délits d'opinion, tout ça, parce qu'en fait, ils voudront, eux, a priori, ils se disent que ça leur permettra de se faire bien voir au-dessus, même si au-dessus, on leur a rien demandé, tu vois. Et donc, c'est plutôt comme ça, moi, que j'analyse les choses. Ouais, non, mais je me suis mal exprimé parce que lorsque je disais justice tenue, je pensais pas à une justice à qui on ordonne. Je pensais justement à un écosystème, à des carrières, à des choses qui font que les juges ne peuvent pas aller aussi loin qu'ils le voudraient. Parce que moi, ce qui pose souci, en fait, c'est que on a un Conseil d'État quand même qui a 4 chambres qui font des textes, pas tous les textes de loi, mais les parties réglementaires, en tout cas tout ce qui relève de l'article 37, si je dis pas de conneries de la Constitution, ils font les textes. Et après, ils vont être juges de ces textes. Je vois un conseil constitutionnel qui est censé être un conseil de sages, mais qui est peuplé de politiques, alors que lui-même, il est censé justement être un contre-pouvoir. Et ces deux exemples me font dire qu'en France, la justice n'a jamais été, ne peut pas être un contre-pouvoir, en vrai. Alors, oui, mais alors, d'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire. Mais là, enfin, oui, au sens pouvoir. Effectivement, on parle, dans ce cas-là, effectivement, on parle pas du tout de l'appareil judiciaire. On parle de choses très spécifiques qui sont les juges du pouvoir, précisément. C'est-à-dire, effectivement, le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême de l'administration, et le Conseil constitutionnel. Dans ce cas-là, effectivement, je comprends que ça te pose problème. Et effectivement, là, l'effet d'écosystème est peut-être encore plus important. Pour le Conseil constitutionnel, on est même encore au-delà de l'écosystème, hein, puisqu'on est sur un très petit nombre de juges qui sont nommés dans des conditions qui, moi, me paraissent toujours un petit peu curieuses. Il y a une bonne partie du casting qui pose question. Mais parce qu'il y a des choses qui ont l'air de s'apparenter à des renvois d'ascenseur dans des affaires qui ont été etc. Lorsqu'on les appelle les sages d'un côté, qu'on voit Fabius, qu'on voit Juppé, qui ont quand même été des politiciens mêlés à certaines affaires, bon, il y a eu des décisions, ça fait un mélange de genres bizarres, et puis il y a une interpénétration entre l'exécutif quelque part et le judiciaire. Oui, non, le Conseil constitutionnel, très clairement, est un organe dont l'indépendance est, à mon avis, très questionnable. Et sinon son indépendance structurelle, du moins son indépendance politique de manière générale, c'est-à-dire d'influence, etc. D'autant plus que il fait des choix politiques qui vont très au-delà de ce qui devrait lui être autorisé, choix qui politiquement en plus sont très marqués, donc il y a effectivement un gros problème là-dessus. Et il y a un problème aussi au niveau du Conseil d'État. Maintenant, est-ce que c'est dire que cette justice est tenue ou que cette justice tient aussi? Il y a quand même un côté, je dirais surtout que il y a un côté état profond dans c'est une expérience, une expression un peu controversée, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que état profond dans le sens où les magistrats au Conseil d'État et la structure elle-même du Conseil d'État, ce sont quand même des fonctions qui sont habitées un petit peu toujours par les mêmes classes sociales, qui sont donc grosso modo toujours habitués à être proches du pouvoir depuis des décennies et forcément à toute
penser pareil, parce que il y a quand même une partie de la pensée qui est toujours une pensée de classe. On pense notamment selon son milieu. Pas tout le monde, mais il faut dire quand même avouer que la plupart des gens pensent très fortement en fonction du conformisme de leur milieu, etc. Et de ce côté-là, effectivement, un corps comme le Conseil d'État a ce problème-là sans doute plus que d'autres. Et le problème, c'est qu'il a effectivement un très grand poids dans la création de la norme et le contrôle de la norme dans l'appareil Oui. d'État français. Oui. C'est vrai. J'ai une deuxième question, elle est un peu bébête, enfin elle paraît un peu bébête, mais dans la population, il y a l'idée, et moi j'en fais partie, que le droit pénal français n'est plus adapté à la situation actuelle, et moi je pense ensauvagement, et on a un droit pénal qui nous apparaît stupide, puisqu'il semble autant protéger le délinquant que les victimes. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est vrai que les tribunaux sont laxistes avec les délinquants, ou est-ce que c'est un cliché? Alors, je vais essayer d'être assez précis là-dessus. Ça dépend comment on l'entend. Est-ce que les tribunaux sont laxistes? Si on veut dire par là, est-ce que les juges sont laxistes, c'est-à-dire est-ce qu'ils rendent des décisions qui sont trop douces, etc. Je dirais non. Pourquoi? Parce que par expérience, et chaque fois que j'ai fait des tests avec des gens qui ne sont même pas avocats, etc., mais qui ont déjà assisté à des audiences correctionnelles, donc qui ont entendu l'intégralité de la procédure être refaite devant eux, parce que c'est ce qui se passe dans un procès pénal, et la décision prise à la fin, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça. C'est-à-dire, je ne parle pas d'aller lire un article de presse de 10 lignes qui résume le dossier, souvent le journaliste a mal compris, etc. Ou pire, il fait un titre qui sera contraire à ce que dit le fond de l'article. Hein. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Je te donne un exemple très simple. Un article qui disait en gros qu'un type qui avait tiré sur les policiers ressortait libre du tribunal. Alors, tu dis ça, tu dis mais quel scandale la justice dans ce pays, enfin on laisse faire ça, les gens peuvent tirer sur les policiers et sur le tribunal. Quand tu allais lire l'intérieur de l'article, tu comprenais que le type bourré était chez lui et qu'il avait tiré par la fenêtre en l'air à blanc, en plus, à blanc, alors que les policiers lui criaient depuis la rue. Voilà. Donc, aucun policier n'avait été en danger. Alors bon, le mec a quand même pris un peu de sursis parce que, ouais, mais tu vois, c'est pas pareil que d'avoir tiré, mis en danger la vie d'un policier. Il y avait personne qui avait été en danger à aucun moment, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, il faut souvent se méfier de la presse là-dessus. Maintenant, donc, les gens en général, quand ils écoutent les peines données par les magistrats, quand ils ont entendu le dossier en particulier, ce pourquoi on est là, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on juge les gens sur ce pourquoi ils sont là, on ne les juge pas sur l'ensemble de leur vie, même si le casier judiciaire, au moment d'apprécier la peine exactement, ça a un rôle, mais on ne rejuge pas pour 30 faits. Donc il faut bien comprendre, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne juge pas, on juge ça. Et donc, quand on a bien entendu tout le dossier, c'est rare qu'on se dise c'est trop, etc. La plupart du temps, moi, je me dis oui, la décision est correcte. Ça paraît pas, c'est pas déconnant. Tu vois. Moi, j'ai jamais rien vu de déconnant. Et je suis dans une grande ville. Alors, je suis pas à Bobigny à Paris, mais je suis dans une grande ville où on a quand même un petit peu de tout comme délinquance, donc on voit à quoi ça ressemble. Maintenant, le problème, est-ce que le droit pénal est adapté à la société, à l'évolution de la délinquance? Ça, c'est une autre question. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte que le droit pénal, c'est-à-dire la façon dont on estime devoir sanctionner les personnes dans leur comportement délictueux, c'est véritablement quelque chose qui est en phase, qui correspond à la mentalité d'une société et des individus qui composent cette société. Et on a un droit pénal très doux quand on est dans une société très douce. Pourquoi? Parce que les gens se déshabituent à la violence. Et quand on se déshabitue à la violence, on est à la fois déshabitué à la subir, mais on est aussi déshabitué à l'infliger. Et donc, infliger une peine à quelqu'un, si tu veux, un juge qui vit dans une société policée, si lui, il inflige 1 an de prison ferme à quelqu'un, il a l'impression qu'il lui inflige quelque chose de dur. Parce que pour lui, le juge, 1 an de prison, c'est horrible. Tu comprends? Il ne le souffrirait pas. Il veut pas, il sait très bien à quoi ressemblent les prisons, il n'a pas envie d'aller. Donc il a l'impression que lui, déjà, 1 an de prison, c'est très dur. Le problème, c'est qu'on a une délinquance
qui est de plus en plus souvent d'origine immigrée. Moi, je l'ai vu même dans mon Ouais, boulot. c'est une réalité, hein, c'est une Le réalité. nombre, non, puis moi, dans mon boulot, si tu veux, les gens que je vois en garde à vue, le nombre de gens qui ont besoin d'un interprète a été multiplié pour moi. C'est-à-dire qu'au tout début, j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, j'en voyais un par an où j'avais besoin d'un interprète. C'est devenu presque un par mois. Ça a un petit peu rebaissé là, ces derniers temps. On a à nouveau de la délinquance autochtone, mais au moment du Covid, c'était dingue. Mais encore, ça m'arrive quand même très souvent, les gens qui ont besoin d'un interprète. Et c'était moins souvent avant. Et le problème, c'est que les gens qui ont besoin d'un interprète, par définition, en général, c'est qu'ils viennent des pays étrangers. Et quand tu vas regarder, et c'est ça qui est intéressant, si tu veux, désolé d'être un peu long, mais non, prends ton souvent, temps. quand tu vas regarder le droit pénal dans ces pays étrangers, c'est un droit pénal qui est plus sévère que le droit pénal français. Pourquoi? Parce que là-bas, comme ici, le droit pénal est adapté à la société. Et que quand tu es dans une société plus violente, ben, tu as un droit pénal qui est en rapport, c'est-à-dire qui est plus violent. Et donc l'ennui, c'est que tu as des gens qui viennent de sociétés plus violentes dans une société moins violente. Ils vont commettre des délits qui sont les mêmes que ceux qu'ils commettaient là-bas, sauf qu'ils vont être punis selon les normes d'une société moins violente. Alors qu'eux, ils ont malgré tout, ils restent dans un référentiel qui est celui de sociétés plus violentes. Et à partir de là, forcément, le caractère punitif, si tu veux, et comment dire, le fait de devoir te donner une leçon, comment dire, pédagogique même, de la peine, il est amoindri par le fait que finalement le type a l'impression de ne pas être tellement puni. Donc ça, c'est quelque chose qui peut exister. Ça se voit notamment dans les conditions de détention quand il réfléchit, pour aborder le problème d'une autre manière. Je disais tout à l'heure, le juge, il te condamne à la prison, il a l'impression que c'est horrible, parce que lui, il se dit, il va t'envoyer vivre dans 10 mètres carrés pendant un an, qui veut faire ça? Surtout qu'au niveau, si tu veux, socio-professionnel, si tu raisonnes dans la catégorie socio-professionnelle du juge, le juge, il ne vit pas dans 10 mètres carrés, lui. Alors, je ne dis pas que les magistrats sont très riches, si tu veux, mais bon, ils ont un niveau qui est globalement un niveau cadre, donc c'est des gens, voilà, c'est pas les gens qui vivent le plus mal dans la société en général, et puis surtout, en plus, en général, ils viennent d'un milieu qui était déjà à peu près équivalent, et donc, voilà, c'est des gens qui ont toujours vécu, pas forcément de manière aisée, mais de classe moyenne, tranquille. Alors que tu as beaucoup de gens, de délinquants, qui viennent de banlieues, de classe populaire. La délinquance, elle vient généralement, essentiellement des couches basses de la société, surtout la délinquance qui est très emmerdante pour la population. Parce que je veux dire, la délinquance, le délinquant qui vient d'un milieu riche, il fait pas du vol à la tire, si tu veux, ou des attaques au couteau. Il fait pas ça. Il va faire d'autres trucs, mais ça ne va pas déranger la population, si tu veux. Hein. Donc, ça ne va pas l'empêcher de vivre, elle ne va pas se sentir en insécurité. Ça peut te scandaliser, un mec qui va détourner des millions d'argent public, ça te scandalise, mais ça ne te fait pas te sentir en insécurité quand tu rentres chez toi le soir. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est logique. Et donc, les gens qui font une délinquance d'insécurité, et donc qui est celle qui agace le plus, enfin qui préoccupe le plus les gens, parce que naturellement, les gens veulent vivre en sécurité. À la limite, si un type détourne des millions, ça va nous énerver, mais si je sais que chez moi, je peux rentrer chez moi le soir tranquille, déjà, ça va. Bon. Donc, on est pas sur la pyramide de Maslow judiciaire, si tu veux, on n'est pas au même niveau. Et donc, malheureusement, ces gens qui ont ces comportements les plus violents, eux, ils sont déjà dans les circonstances matérielles les plus basses. C'est-à-dire que ces gens-là, tu les fous dans 10 mètres carrés avec la PlayStation, ça ne les changera pas tellement de leur tour où ils étaient dans 10 mètres carrés avec la PlayStation. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, le gap entre ce qu'un magistrat pense qui est punitif et ce qui est effectivement punitif pour le délinquant, on n'est pas sur la même référence. Tu vois? Et ça joue, je pense que ça joue énormément sur la perception de la justice en France. Et en même temps, ça pose un problème parce que c'est très difficile d'y remédier. Parce que les magistrats, même si tu leur dis désormais, d'ailleurs ce qui avait été fait pendant un moment, et on va y revenir dessus, mais enfin, la peine planchée. La peine planchée, c'est un moyen de revenir là-dessus. Pendant très longtemps, il y a eu des peines planchées. Jusqu'au début du XXe siècle, je crois même jusqu'à la réforme des années 50, tu avais des peines planchées en France. Une peine minimum. Si tu regardes le système... il y a beaucoup de délinquance, il faut le dire, en France, qui viennent de personnes, soit des immigrés qui viennent d'arriver, soit de la population d'origine maghrébine, qui est la dernière arrivée et donc qui est effectivement dans les
qui vit dans les quartiers populaires, donc il y a tout, quoi, les raisons socio-professionnelles, etc. Bon. Mais si tu regardes le système de droit pénal et le code pénal justement en Algérie ou au Maroc, tu t'aperçois qu'il y a encore l'équivalent des peines minimales. Chez eux, ça existe toujours. Tu vois, donc ils ont encore notre code d'il y a 70 ans, quoi, si tu veux. Ouais. Et, mais donc, bon, chez nous, on a essayé de le restaurer un peu. Et quelque part, c'est ça qu'il faut faire si tu veux te remettre en adéquation pour que ça soit punitif comme il le faut pour la population délinquante. Ben oui, je me permets, je te redonne la parole, mais je suis totalement d'accord avec toi, puis le constat, de toute façon, il est clair, on est tous d'accord, et ça ne peut passer, ce problème ne peut se résoudre que de deux manières, une adaptation du droit pénal, et pour certains délits, effectivement, les gens, bien sûr, ils sont logiques, les gens, ce qui leur pourrit la vie, les petits délits, les agressions, les incivilités, c'est ce qui les marque le plus, parce que tu as cité la pyramide de Maslow, il y a le besoin de sécurité qui est un besoin primaire, et là, ils sont affectés dans ce besoin-là. Et voilà, ce genre de délit. Si le droit pénal s'adaptait, durcissait et mettait des peines dissuasives pour ce genre de délit, et si on donnait aussi les moyens de le faire, et si aussi on adaptait un volet prévention et un volet réinsertion, parce que là, moi, j'ai l'impression que la justice française, et c'est pas de sa faute, elle est débordée comme la police, et aujourd'hui, ils ne font que de la punition. La punition, ça endurcit des gens qui sont réinjectés dans la société et qui deviennent des multirécidivistes. Et donc, l'idéal serait qu'il y ait aussi une réinsertion pour éviter que les gens reviennent. Après, bon, c'est l'idéal, hein. Oui, oui. Et alors, donc pour finir, juste ce que je disais, le problème, si tu veux, c'est que ça, déjà, quand même, il faut faire ça, parce que punir, c'est aussi important. Et il y a une bonne partie de la réinsertion, si tu veux, que tu n'as pas besoin de faire si tu punis, parce que c'est d'autant plus difficile de réinsérer les gens qui sont entrés dans ce qu'on appelle un parcours de délinquance habituelle. Dans le jargon, ça qu'on dit, c'est en gros, c'est les gens qui n'en sont pas à leur premier coup, quoi, si tu veux. Et donc, si tu as puni les gens fort, tu leur as donné une leçon à la première fois, normalement, ça évite qu'ils s'installent là-dedans, et donc tu as d'autant moins de réinsertion à faire derrière, ce qui est quand même réel. Mais le problème, donc, c'est que quand on a tenté de mettre en place ces peines planchées une première fois, à quoi le truc s'est heurté? Aux magistrats qui trouvaient que du coup, ça leur faisait prononcer des peines trop dures. Parce qu'en fait, le truc, c'est que une mesure rationnelle et finalement qu'il fallait faire, qui était d'instaurer des peines minimales, ça se heurte à cette perception, si tu veux, sociale, professionnelle de ceux qui sont chargés d'exercer la justice, qui du coup ont l'impression de rendre des décisions injustes. Parce que Philippe, il y a une contradiction. Regarde, en Californie, il y avait ces histoires de peine planchée. Je crois qu'il y avait un système qui était à la troisième fois, tu étais out. C'est-à-dire que quel que soit le délit que tu commettais, la troisième fois que tu te faisais attraper, il me semble que tu prenais perpétuité. Le souci, c'est que c'était des types qui, à la fin, partaient à perpétuité pour une pizza. Et tu l'as dit tout à l'heure, le droit pénal, le juge te juge pour un délit. Pour un moment donné, il te juge toi, il juge pas l'ensemble de ton œuvre. Là, en installant des peines planchées, on peut aboutir. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais on peut aboutir à un mec qui finalement un jour vole à l'étalage parce qu'il a faim et on va lui mettre une énorme peine alors qu'il est en sortie de ce parcours de délinquance. C'est peut-être ça que craignent les juges. Et puis on limite aussi leur latitude, les juges. Ben, c'est ça. Et puis je te dis, du coup, ils peuvent avoir l'impression de rendre une peine. Oui, si on te dit, le mec là, tu es obligé de lui mettre un an, alors que, certes, il a recommencé, mais bon, il y a des circonstances qui font que tu te dis que c'était vraiment, voilà, c'était pas grand-chose, tu vois. Moi, j'ai vu des cas, en plus, il y a des cas vraiment, moi, une fois, j'étais tombé sur un type, il avait 33 mentions au casier, il avait 50 ans, il avait passé la moitié de sa vie en prison, et là, ça l'avait pris comme ça, il avait vu un ordinateur portable dans un truc, il avait pété une vitre, il était rentré, il avait pris l'ordinateur portable, il s'était fait prendre 20 mètres plus loin, enfin, c'était le truc idiot en plus. Mais les juges, ils ont été obligés de lui coller 6 mois parce personne n'aurait compris que ça marche, que ça soit en dessous. S'il y avait des peines planchées, il aurait peut-être pris encore beaucoup plus. Et parce qu'en fait, un type comme ça, c'est impossible, parce qu'en plus, le mec était débile, hein. Faut quand même se rendre compte de ça aussi. C'est que la plupart du temps, ces délinquants de la petite délinquance très pénible pour les gens sont des débiles, hein. Non, mais c'est pas des hauts cuits, hein. Et donc, si tu veux, le problème, voilà, pour résumer ma position sur cette histoire de laxisme judiciaire, on se trompe si on a l'impression que c'est juste une question de juges qui n'ont pas de poigne, pour pas dire autre chose,
et qui font des petites peines gentilles parce qu'ils n'ont pas de poigne, voire pire parce que c'est des juges rouges. Parce que des fois, j'ai entendu ça, c'est parce que c'est communiste, etc. On se trompe si on dit ça. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Donc, ça existe peut-être, mais c'est pas ça qui fait l'essentiel des décisions de justice, et donc ça peut pas être ça qui donne un diagnostic sur la justice en général. Donc c'est pas ça. C'est plus un problème de décalage entre la politique pénale qu'il faudrait rationnellement avoir et la politique pénale qui est admissible pour une société qui a un certain niveau de développement et qui s'est habituée pendant des décennies à une certaine vision de l'humanité, du condamné, etc. En fait, et tu peux pas aller plus vite que la musique. La justice, elle évolue malheureusement, et j'ai envie de dire, c'est même pas à souhaiter. C'est que pour que la justice se redurcisse véritablement, il faut que la société elle-même devienne de plus en plus dure. C'est-à-dire pire que ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai du mal à le souhaiter, quoi. Ouais, malheureusement, on prend un chemin à la brésilienne. Malheureusement, je pense qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc la justice suivra, mais avec un énorme décalage, et entre-temps, il y aura plein de choses qui seront passées. Mais bon, alors là, ben, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a le biais de confirmation, les clichés qu'on peut avoir. Là, voilà, tu nous expliques quelque chose avec une argumentation qui est intéressante. Moi, j'aimerais que tu gardes l'œil du juriste pour analyser l'actualité nationale, l'œil du constitutionnaliste, parce que depuis juin, il se passe de drôles de choses dans cette cinquième République qui en fait ressemble plus à une quatrième ou une troisième. Et moi, j'aimerais avoir, voilà, depuis les européennes, ce qui se passe, parce que là aujourd'hui, on est arrivé à une contradiction, c'est que 60% de l'électorat a voté pour quelque chose, et Macron et Barnier sont en train de créer un gouvernement avec des partis qui sont minoritaires. Donc, on a un braquage d'un Macron qui n'est plus président, moi, j'aimerais avoir ton avis depuis juin un petit peu. C'est énorme ce qui se passe. Alors, le problème, c'est que à la fois c'est un braquage et à la fois ça n'est pas un du tout. Là aussi, si tu veux, on est sur le problème. Mais moi, quelque part, ça m'intéresse parce que moi, comme je m'intéresse un petit peu au déterminisme historique, justement, à ces situations dans lesquelles il doit se passer absolument quelque chose, une constance dans ces situations-là, en général, c'est que on ne peut pas faire les choses autrement qu'elles sont. D'ailleurs, si tu veux, les moments où il y a les plus grandes crises, justement, et les bouleversements, ce sont des moments où les acteurs ne peuvent pas agir autrement qu'ils agissent, mais la façon dont ils agissent est perçue comme profondément injuste et scandaleuse, alors que c'est pas possible de faire autrement. Et c'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe. Et en fait, ça explique le déterminisme historique, parce que sinon on se dirait, mais si les gens voient que c'est scandaleux, ils agiraient autrement. Non, mais c'est justement parce qu'ils sont obligés. Et c'est dans ces moments-là que tu as une crise, parce que ça va monter en pression jusqu'au moment où ça ne peut que péter, en fait. Et là, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que on est face à un résultat électoral qui ne permet pas de former un gouvernement stable, de manière très claire, dans lequel tu as des camps qui n'ont pas gagné, mais qui sont pas loin d'avoir gagné, ou qui ont eu une perception de la victoire relative, qui est tout à fait légitime. C'est légitime pour le nouveau Front populaire d'avoir eu le sentiment qu'ils ont gagné, parce qu'ils s'attendaient à avoir une majorité absolue du Rassemblement national en face, qui ne voulait absolument pas. Et finalement, leur coalition est arrivée en tête au niveau des députés à la fin. Donc, ils ont l'impression d'avoir gagné. Le Rassemblement national, avec les ciotistes, on va dire, pensaient gagner, et ils ont été un peu sonnés parce qu'ils ont vécu comme une défaite, alors que malgré tout, il reste ceux qui ont accumulé le plus de voix sur leur candidature, donc ils peuvent avoir l'impression d'avoir gagné aussi. Et tu as ceux du centre qui, eux, avaient surtout comme souci de survivre et qui ont survécu. Donc c'est leur victoire à eux, si tu veux. Donc on a un ensemble de gens qui ont à la fois perdu tous les élections et à la fois des raisons de tous penser qu'ils les ont gagnés de manière relative. Donc ça, déjà, c'est pas terrible pour trouver des accords. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il faut voir que le nouveau Front populaire, je pense qu'il était légitime, effectivement, à demander ce qu'on lui propose, d'essayer de former un gouvernement. Il n'aurait pas réussi, mais c'est le Parlement qui devait faire ça. C'est-à-dire, il aurait fallu que le nouveau Front populaire soit censuré par le Parlement, pas par le président. C'était pas au président de le faire. Bon, c'est pas dans l'esprit de la Constitution, à mon avis. Bon. Néanmoins, Macron ne pouvait pas faire autrement que refuser. Pourquoi? De son point de vue, en tout cas.
parce que c'était trop dangereux pour la stabilité du pays. C'est peut-être pas faux, parce que quand on voit qu'une bonne partie du nouveau Front populaire, en fait, sont tout simplement pris en otage par la France insoumise, s'il y avait eu un gouvernement nouveau Front populaire et que la motion de censure avait été votée contre eux, est-ce qu'on se serait pas retrouvé avec des gens qui n'auraient pas voulu quitter le pouvoir en disant mais la motion de censure, elle a été votée avec les voix du RN, donc vous êtes tous des fachos. Et donc c'est scandaleux, c'est à nous de gouverner. C'est régulièrement arrivé à la gauche de faire ça. Hein. Je parlais encore récemment d'Allende. On peut parler aussi de ce qui s'est passé sous la Seconde République espagnole. C'est souvent ça qui déclenche d'ailleurs des troubles importants dans les pays, voire des guerres civiles, parce que les gauches ont tendance comme ça à s'accrocher au pouvoir sur de leur bon droit. Donc peut-être qu'on a évité ça. On ne saura pas, mais c'est très plausible. Mais donc, en tout cas, le seul moyen de trouver un gouvernement qui ne serait pas censuré immédiatement, c'était sûr qu'il allait falloir le trouver quelque part autour du centre, parce que c'est là qu'il y avait le plus de chances de trouver quelque chose. Et donc Barnier était le choix logique dans ce sens-là, parce qu'en plus Barnier, il y avait l'idée qu'il était assez proche du centre pour plaire au centre et pour pouvoir gouverner avec le centre, tout en étant assez à droite pour que le Rassemblement national soit relativement neutralisé. D'ailleurs, c'est ça le calcul. Et on sait que Marine Le Pen a eu des discussions avec Macron. D'ailleurs, la gauche a gueulé contre ça. Enfin, bref. Mais donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est effectivement le seul Premier ministre qui donne l'impression qu'il pourra survivre un petit peu longtemps. Et en même temps, la composition fait que c'est celui qui vient du parti qui a le moins de légitimité. Mais les deux sont simultanément vrais, en fait. Donc, à la fois, oui, c'est un hold-up, et on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a l'air d'un hold-up, parce que pratiquement personne n'a voté pour les Républicains. À peu près tout le monde, ou en tout cas les 2/3 des gens, ont voté pour ne plus avoir de gouvernement macroniste. Mais à la fin, on se retrouve avec ça parce qu'il n'y a quelque part pas moyen de faire autre chose qui tiendrait la route. Et donc, c'est la structure même du régime qui aboutit à un scandale. Ce qui me fait dire à moi que le régime est mort-vivant, déjà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'il pète, parce qu'un régime ne peut pas durablement avoir pour seule forme stable une forme qui est scandaleuse.